Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo wins his first ever Grand Prix in MotoGP. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 76, et ce soir, c'est Olivier qui m'accompagne. Comment ça va, Olivier ? Salut Cyril, salut à tous. Ça va très bien. J'espère que vous aussi qui nous écoutez. Bah ouais, il va falloir maintenant réapprendre à ne plus avoir de courses tous les week-ends. Ouais. Puisque là, il va y avoir une petite pause, ça va reprendre plutôt après la mi-septembre. Mais évidemment, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur le circuit du Red Bull Ring ce week-end, qui était encore assez mouvementé, on va dire. Ouais, là, on va apprendre à rester 3 semaines sans Grand Prix, mais surtout, là, avec les derniers GP, on a appris à ne pas avoir avoir beaucoup de suspense et ne pas avoir des résultats constants, c'est-à-dire prévisibles. Voilà. Je pense que les cotes sur les sites de Paris doivent s'amuser, les gars. Ah ouais, c'est clair. Alors, justement, en parlant de Paris, c'est Édouard Brackham qui a gagné en désignant Pol Espargaro en pôle et qui va recevoir bientôt les goodies. Alors, j'ai pris un petit peu de retard, mais ça va partir cette semaine. Et donc pour le numéro 76, on va parler un petit peu de Loris Baz, donc un pilote français qui est né en 93 en Haute-Savoie, et il va porter en début de carrière le numéro 65 et il devra changer car Réa portait aussi le 65 quand il va arriver en Superbike, donc il va devoir changer de numéro et il va prendre le 76 à ce moment-là. Donc en 2011, il entame la saison en British Superbike et va terminer aussi 3e des 24 heures du Mans avec le Yart, donc engagé en endurance, ça se fait toujours beaucoup. Et à l'époque, il a 18 ans, donc très très jeune et donc déjà très expérimenté pour pouvoir gérer une course d'endurance. Et assez vite, donc il va passer en Mondial Superbike, il va commencer par le Super Stock 1000 chez Kawasaki, donc une catégorie qui n'existe plus. Et il va remplacer un des pilotes officiels qui s'est blessé. Il va rester chez Kawa jusqu'à la fin de la saison 2014. Et dans cette période-là, en Superbike, donc il va quand même signer 14 podiums, donc 2 victoires. Donc quand même sur 3 saisons, ça fait un palmarès qui est quand même intéressant, donc sur une moto qui était compétitive. Alors on notera surtout, moi là où je l'ai vraiment découvert avant que je le connaissais, mais je connaissais pas trop sa personnalité, on va dire. On notera la course 1 du Qatar en 2014, donc à cette époque-là, il savait déjà qu'il partait en MotoGP et il va ignorer les consignes d'équipe pour laisser remonter Sykes. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, Guintoli était deuxième au championnat du monde, mais c'était pas joué, ça se jouait encore sur les 2 dernières courses du Qatar entre Guintoli et Sykes, et donc Baz est deuxième, Sykes troisième, et donc les consignes d'équipe sont claires, c'est laisser remonter Sykes sur Baz pour que Sykes limite la casse et fasse 2. Et donc Baz va continuer à rouler à son rythme. Donc c'était un trait de caractère qui m'avait marqué à l'époque. Et donc en 2015, il va passer en MotoGP chez NGM, donc qui aura des problèmes pour boucler la saison, puisqu'il va y avoir 2 ou 3 courses qui vont pas pouvoir se tenir, puisque les motos étaient un petit peu bloquées en Europe. Je crois que c'est aux États-Unis qui courra pas. Et il sera ensuite pilote Avintia en 2016 et 2017 et il va accrocher de belles places d'honneur, notamment 2 quatrièmes places. Alors, pour rappeler pareil le contexte, une 4e place avec une Avintia en 2016, on est quand même sur des Ducati qui ont 2 ans d'âge, et les Ducati de 2015, quand tu cours... c'est pas celle de 2020. Exactement, c'est-à-dire que la performance... Je dis pas que c'est plus facile maintenant, mais l'écart de performance entre deux millésimes de Ducati à cette époque-là, il est quand même assez énorme, et surtout avec le reste du plateau, c'était assez compliqué. Et là aussi, il y a une image qui reste, donc c'est un sauvetage assez fou en Q1 à Austin dans le dernier virage, donc il réussit à ramener la moto en position... il est quasiment couché, il réussit à la ramener, on sait pas comment, mais c'était vraiment très très beau. Il était en passe de passer en Q2 et du fait de se louper, il passera pas en Q2, mais il nous montrera une belle figure de style, on va dire.
Et en 2018, donc il va repartir en World Superbike chez BMW. Et en 2019, un pari avec Tenkate, donc qui s'était fait lâcher par Honda et qui va courir avec Yamaha, qui va justement louper le premier tiers de la saison pour se préparer à l'équipement, etc., etc. Et donc Loris va les rejoindre. Alors la première saison, elle sera débutée... donc, comme je l'ai dit, après le premier tiers. Et donc, il va y avoir beaucoup d'efforts pour accrocher le plateau. Et donc, ça va être couronné cette année puisqu'il y aura un premier podium pour Yamaha et Loris Baz à Portimao, donc début août, sur la course sprint. Alors, clairement, on avait discuté avec lui au World Superbike l'an dernier et c'était l'objectif, c'était de faire un podium. Alors, je pense que là, une fois qu'on y a goûté, quand on est Tenkate, c'est-à-dire plus ou moins une écurie cliente Yamaha, parce qu'il y a quand même une Yamaha usine et puis une deuxième Yamaha junior, on va dire. C'est quand même aussi une très très belle performance et c'est là qu'on voit toute la valeur d'un pilote comme Loris. Et on va compléter justement avec le bol d'or qui va gagner avec Grégory Leblanc et Jérémy Guarnoni. À noter, il était aussi dans le box KTM pour le Grand Prix de Silverstone qui ne s'est pas couru en 2018, donc on a failli le revoir en MotoGP il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, il avait fait donc tout le week-end, il avait fait le vendredi et le samedi, mais étant donné que le dimanche n'avait pas vu de course, il n'avait pas pu être aligné par KTM. Est-ce que tu as des images qui te restent de Loris ? Son sauvetage à Austin. Enfin, je pense que c'est... Quand on tape, de toute façon, sur YouTube, Maxi Save in MotoGP, dans la barre de recherche, on tombe forcément sur le sauvetage de Loris Baz. Ouais. Oui. C'est, ça marque, ouais. Effectivement. On va passer maintenant aux petites news, donc je te passe la main pour les news MotoGP. Absolument, oui, parce que pas grand chose à dire sur la Moto 1, la Moto 3, la Moto 2, mais beaucoup de news en MotoGP, évidemment, surtout la fracture du scaphoïde de Johan Zarco suite à son accident en course du GP d'Autriche. Il a été opéré mercredi, avant le GP en Italie. Le Zarco, c'est vendredi que la sanction tombe pour Johan Zarco. Il devra partir des stands sur sa prochaine course. Alors il a été déclaré fit, mais effectivement cette décision à la suite de son accrochage avec Morbidelli, ou plutôt l'accrochage de Morbidelli sur Zarco, mais ça on va laisser les auditeurs se faire leur opinion. Voilà, une sanction qui était un petit peu sévère, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure. Sur un autre accrochage, Paul Espargaro, Oliveira, pendant le Grand Prix d'Autriche, là, il n'y a pas eu de sanction du tout. Marquez, lui, de son côté, il annonce qu'il pourrait être absent 2-3 mois et faire quasiment une saison blanche pour revenir à 100% pour l'année prochaine. Et puis, ce week-end, c'était la 900e course de catégorie Rennes. Et à signaler également, KTM qui, avec toutes ses victoires, va passer en factory et perdra ses concessions. Alors ça, pour ceux qui ne sauraient pas... les conséquences, ça a quand même des conséquences importantes puisque c'est la fin des tests illimités pour KTM, qui n'est plus considéré finalement comme un constructeur débutant avec ses victoires. Dani Pedrosa deviendra le seul pilote testeur. Les tests seront très encadrés. Ils auront 7 moteurs seulement pour une saison. Ils seront tous scellés au lieu de 9 actuellement qui ne sont pas scellés. Et enfin, ils auront 3 wildcards au lieu de 7. Donc voilà, KTM passe dans la cour des grands. On a vu que ça avait... un petit peu de difficulté pour Suzuki au début quand ils étaient passés, qu'ils avaient perdu leur concession. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un choix de moteur. Il y a eu un choix de moteur un peu limite, on va dire. Et la saison suivante avait été compliquée, notamment dû au fait que le design était gelé. Et ils avaient perdu leur concession la saison suivante. Ouais, donc ça va être intéressant, mais on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais ça va être intéressant de voir comment KTM va gérer ça. Ouais, moi je voudrais revenir sur la news de Marquez, puisque pour moi c'est important dans le sens où tout le monde l'attendait de retour à Rimini, donc on va dire sur un peu après la mi-septembre, et clairement là la décision elle est prise de prendre le temps de se remettre physiquement au mieux, à 100%, c'est ce qui est annoncé par lui et par le manager du HRC. Donc là c'est pareil, on y
on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail après, mais il y a clairement un choix qui est fait. Et oui, c'est un peu un changement de mentalité pour Marquez. Enfin, lui qui était tout le temps premier sur la grille à vouloir tenter des départs de folie après des blessures, là, on dirait qu'il s'assagit un petit peu. C'est peut-être je pense qu'il n'a pas le choix. Hein. Oui, il a peut-être pas le choix, effectivement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, c'est difficile de savoir exactement, mais ce qui a été annoncé, c'est que normalement les médecins lui avaient donné le feu vert pour rouler. Donc voilà. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. De toute façon, on ne sait pas exactement, mais on connaît les conséquences. Après, la conséquence de son absence, je trouve qu'elle est très intéressante pour ce qui se passe sur la piste, et on le verra aussi tout à l'heure, puisque ça a, à mon avis, le but de quand même pas mal débrider les pilotes qui se disaient peut-être je dirais pas qui étaient en dedans, mais ça on rentrera peut-être plus en détail dessus. Ouais. On va continuer avec une petite news qui concerne l'endurance, puisque le Bol d'Or 2020 est finalement annulé, puisqu'il n'y aura pas de spectateurs, donc du fait de la reconduction des interdictions en France de réunions de plus de 5000 personnes. Donc la nouvelle course de clôture de saison se déroulera à Estoril, donc près de Lisbonne, le 27 septembre, et ce sera une course de 12 heures. On va passer donc à ce Grand Prix de Styrie 2020, avec pour commencer évidemment les Moto 3. Donc on va avoir Masia qui va être meilleur temps de la Q1 devant Antonelli, Honshu et Binder. Et là on a quand même quelque chose d'assez, inédit. Puisqu'on va avoir cocasse, insolite. Ouais, je dirais plus presque limite dangereux, puisque Masia donc en fin de Q1 se loupe, il chute et abîme la moto. Et le problème quand t'as le meilleur temps de la Q1, il faut faire la Q2. Donc, étant donné qu'il a chuté, il demande au commissaire de piste donc d'arracher son carénage avant. Et à ce moment-là, il a plus de gants, donc je sais plus comment il se retrouve sans gants. Mais le fait est qu'il reprend la piste, donc sans gants, sans carénage avant, et en plus avec une moto qui pisse de partout, donc il va en plus faire chuter donc deux des pilotes qui étaient en train de faire leur tour de retour au stand. Et donc là, il va y avoir une punition, donc il va être interdit de Q2, il sera donc classé 18e sur la grille, et c'est pareil, on y reviendra un petit peu après course au niveau de la sanction. En Q2, donc c'est Rodrigo qui va être en pole devant Fernandez et Suzuki, en deuxième ligne Arbolino, Vietti et McPhee. En troisième ligne, Foggia, Ogura et Arenas. Et Masia donc n'enregistre pas de temps sur cette session. On va passer à la course où c'est Arbolino qui va prendre le meilleur départ et qui va mener donc la longue file indienne. Rodrigo, Fernandez, Suzuki sont dans le coup. Les quatre commencent à créer un petit gap sur Ogura et le reste du peloton, mais sans que ce soit significatif. Binder et McPhee se montrent aussi aux avant-postes. Alors c'est très très nerveux dans le groupe de tête, qui est réduit à peu près 12 pilotes. Et à 6 tours de l'arrivée, donc les deux pilotes Tech 3 chutent, donc c'est Honshu qui se loupe au freinage, et ça tremble, et il sort son coéquipier, alors que ils étaient tous les deux dans le groupe de tête, donc il y avait un bon coup à jouer pour eux. Alors le jeune pilote turc va rester au sol et va sortir sur civière. Donc comme à chaque course, ça hausse le ton en tête, et le groupe va commencer à fondre. On a Vietti et Arbolino qui vont s'échapper, et derrière donc c'est un groupe de 6 qui va jouer la 3e place, et ce ne sera pas McPhee puisqu'il va chuter à l'approche du dernier tour, et Vietti va tenir la tête jusqu'au bout malgré quelques tentatives d'Arbolino, et Ogura prendra la 3, Rodrigo la 4, Arenas 5, Binder 6, Suzuki 7, Fernandez 8, n'est pas 9e. J'ai vu surtout les 5 derniers tours, ouais. Et avec la chute de McPhee qui m'a déçu, et je pense qu'il a déçu pas mal de gens. Pour le championnat, c'est très problématique. Alors, comme d'habitude, ce qu'on dit à chaque fois, c'est que la Moto 3, ça se bagarre. Ouais. C'est rigolo. C'est d'autant plus impressionnant sur circuit, je trouve, qui est quand même pas très adapté à la moto, mais alors déjà la Moto GP, mais alors Moto 3, avec les gros freinages, il y a quand même pas mal de chutes, enfin surtout sur les freinages, on l'a vu aussi dans les autres catégories. Mais voilà, encore une fois, une course Moto 3 plaisante, avec beaucoup de bagarres. Et alors peut-être un petit peu moins plaisante que les premières, il faut dire que sur les premières, on était servis. Ouais. Mais
Mais c'était bien sympa quand même. Ouais, c'était une belle course, j'aurais tendance à dire, vraiment à l'image de ce qui se passe. Après, c'est la déception quand même pour les Tech 3 parce qu'ils étaient tous les deux dans le bon paquet, dans le coup. Et c'est bête quoi, parce que Honshu, c'est un bon pilote, il est jeune, il y a beaucoup d'avenir, et c'est dommage de faire cette erreur qui emmène en plus son coéquipier. Donc ouais, c'est vraiment con. Après, on peut parler du classement général, justement, avec Arenas en tête avec 106 points devant Ogura 81 points et McPhee 67, donc malgré sa chute. Et les francophones, donc Barry Baltus et Jason Dupasquier, n'ont toujours pas marqué de points. Alors, en discussion post-course, je voudrais quand même qu'on parle de Mazia, parce que moi, quand j'ai vu... j'étais pas devant les qualifs, mais j'ai vu l'image sur Twitter, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et quand tu vois ce qu'il fait, surtout avec l'aide des commissaires, c'est-à-dire, au bout d'un moment, alors on sait que le métier de commissaire de piste, c'est pas facile, c'est clairement pas facile, mais je pense qu'au bout d'un moment, les pilotes, ils doivent faire confiance aux commissaires de piste, et je pense que sur les postes, sur une moto comme ça, qui est accidentée comme ça, où on est obligé d'arracher du carénage pour qu'elle puisse repartir, le commissaire, il doit dire non, tu prends ta moto, soit on te la charge et on te la ramène au box, soit tu peux la rouler et tu la roules sur des chemins internes au circuit, hein, ça existe, ou alors sur les échappatoires extérieurs, mais en aucun cas, vu comment elle était accidentée, le mec, il doit pouvoir reprendre la piste comme ça, quoi. Parce que une moto qui pisse, alors après, c'était la discussion sur MotoGP.com, qu'est-ce que c'est de l'eau, de l'huile, de l'essence? Rien à foutre, c'est du fluide, t'as des potes qui passent derrière, enfin voilà quoi, enfin t'en as deux qui ont fini au tas, eux aussi ils étaient en Q1, et ils ont fini dans le bac, et ils ont peut-être pas pu bien défendre leur chance en Q2, donc le jour où ça va lui arriver, il va gueuler. Massia, il va gueuler, et il faudra qu'il comprenne ce jour-là que ce qu'il a fait samedi, c'était pas malin, quoi. Et en plus sans gants, quoi. Alors là, en plus sans gants, bel exemple. Hein. Tu veux l'exemple, c'est une chose, mais avec une moto qui pisse de l'huile, sans carénage, le carénage c'est pas gênant, mais t'es pas à l'abri de te repéter la gueule, parce que quand même l'huile elle coulait sur ses pneus étaient complètement humides, il retombe sans gants. Voilà, c'est bingo, quoi. C'est clair. Là, c'est le mec qui se fait les scaphoïdes, les poignets et tout, puis après, il va dire « Aïe, j'ai mal ». Oui, enfin, c'est... Quand tu fais des conneries comme ça, faut pas t'étonner, quoi. Après, la sanction, pas de Q2, moi j'ai trouvé que c'était le minimum. Ils ont tout de suite pris la sanction de lui dire tu ne courras pas la Q2. C'est parce que là le but du jeu c'était de ramener la moto au stand pour pouvoir faire la Q2, et la Q2 elle était jouable. Enfin tu vois, il répare, il change ce qui a changé, il avait toujours moyen de faire 2-3 tours. Mais là, enfin clairement c'est d'une part prendre des risques pour lui, et après avec ce qu'il avait lâché sur la piste, le mec il a retardé tout le programme, quoi. Parce qu'il a fallu nettoyer, etc. Donc c'est pas malin. C'est bien résumé. Bon, on en aura d'autres qui seront pas malins un petit peu plus tard dans le week-end, hein, mais absolument. En parlant des Moto 2 du coup. Absolument. Allez, donc pour parler des Moto 2 en Q1, Chantra, Nagashima, Garzo et Manzi passent en Q2, et la pole sera pour Canet devant Martin et Nagashima. Fernandez, Bezeki et Garner complètent la deuxième ligne. On a Martin qui va bien partir et qui va mener la meute. On a Fernandez, le pilote Marc Vides, qui va chuter dans le premier tour alors qu'il était dans le coup, et Canet également chute alors qu'il était deuxième, donc vraiment dommage parce qu'il avait fait une belle pole et il était en mesure de faire une belle course. Bon, moi c'est un peu loupé. On a 3 pilotes qui vont chuter au T3, donc Loves, Navarro et Chantra, et c'est l'anglais qui a clairement fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il était à l'intérieur, il va freiner beaucoup trop tard, la moto va partir en dribble un petit peu et il va faucher les deux copains. Donc en tête on a Martin qui mène devant Nagashima et Garner. Au niveau des images, c'est assez étonnant parce que Loves va réussir à repartir, donc les deux autres pilotes ne sont pas blessés, mais il va rechuter assez vite et tout de suite ils vont lui sortir le drapeau noir parce que là je pense que Loves il était parti
pour nous faire un Grand Prix sur 3 roues. Donc là, il était parti pour repartir encore et rechuter. Enfin bon, c'était pas le week-end de Loves. Non, c'est clair. Et donc ce sera annoncé post-course. Donc il partira de la pit lane pour le prochain GP parce que clairement, ce qu'il a tenté, même le Joe Bartim, je crois que il ne tente pas. C'est clair. Ensuite, donc Bezeki va recoller devant alors que Nagajima décroche. On a Lutti qui remonte sur le pilote japonais à la 4e place. Et on a une belle passe d'armes pour la 2e place entre Bezeki et Gardner. Et Bezeki va passer. Et à 10 tours pour maintenant reprendre le pilote Ayo qui compte 1 seconde 8 dixième d'avance sur lui. Et il va réussir petit à petit à grignoter, mais pas tout à fait assez pour tenter de passer dans le dernier tour. Et Martin passe la ligne en tête devant Bezeki et Gardner qui a fait donc une belle course très régulière. On a Nagajima 4e, Lutti 5e, Vieré 6e et Marini 7e, Dixon 8 et Garzo 9e. Alors Bezeki et Martin échangeront leur place dans le parc fermé parce que Martin a mordu un petit peu dans la partie verte. Et du coup, direct sanction, moins de place. Bim. Alors, déjà, est-ce que tu as vu la course ? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Enfin, un petit peu d'animation en Moto 2. Eh ouais. Enfin. Ça, on y croyait. Ça fait plaisir, hein. Oui, ça fait plaisir. Bon, ça se traduit par un drapeau noir, mais bon. Ouais, un petit peu d'animation. Je pense ils doivent être tous un petit peu sur les dents, les pilotes. On l'a vu même en GP, en Moto 3 aussi. Je suis pas sûr que le fait de courir 2 GP sur le même circuit plaise à tout le monde. On a l'impression qu'ils sont un peu... ils ont la tête pleine. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Alors, je suis pas sur place, hein, c'est difficile à distance, mais en tout cas, des courses qu'on voit, on a l'impression que c'est pas... c'est ils très sont un fébrile. peu comme des cocottes minutes et Ouais. c'est effectivement ils peuvent pas se reconcentrer sur une autre circuit, un autre lieu, tu vois. Mentalement, je pense que ça doit être assez difficile à gérer, en tout cas original à gérer sur le plan mental, le fait de courir 2 fois sur la même piste. Mais encore une fois, une Moto 2 avec un petit peu d'action. Et au championnat, je regardais, c'est très serré sur les 3 premières places. Je sais pas si tu l'as dit. Non, mais on va le d'ailleurs. rappeler. Donc Marini est en tête avec 87 points devant Bastianini avec 79 et Martin a également 79 points. Donc c'est un championnat qui est bien resserré avec 3 pilotes qui ont des ambitions aussi pour monter en GP l'année prochaine. Donc faut se montrer, faut être compétitif, etc. Mais comme tu l'as dit, moi je ressens, de là où je suis en Moto 2, c'était peut-être un petit peu moins palpable sur les autres courses parce qu'elles étaient assez monotones, mais là clairement mais ça a quand même fourni une belle course. Il y a eu des belles passes d'armes, moi j'ai bien aimé. Après Gardner, c'est bien ce qu'il a réussi à faire sur sa course. Vieré aussi, puisqu'il a eu un début de saison un peu compliqué, donc il faut vraiment se remettre dans le droit chemin pour pouvoir passer. Après, je suis déçu de la course de la chute de Canet parce que il avait fait de bonnes qualifs et pour un rookie, c'est vraiment très très bien parce que il a les capacités je pense qu'il a montré de pouvoir monter assez vite en GP. Après, faut attendre les guidons, hein, évidemment, mais là, je trouve qu'il est bien et c'est un peu dommage de chuter. Après Loves, à côté de ses bottes, on l'a dit, complètement perdu, quoi. C'est dommage parce que il avait repris la saison dans de meilleures dispositions. Il avait chuté juste avant le Qatar, donc c'était un peu dommage. Après, le confinement a permis de remettre la santé dans le bon sens. Et là, le voir faire une course comme ça, tu retrouves le Sam Loves que t'aimes pas, quoi. C'est-à-dire le gars, il switch et tu sais pas pourquoi, quoi. Et c'est vraiment dommage. Après, on va commencer à parler de la direction de course, quoi. Parce que c'est le fait de rétrograder Martin d'une place, c'est l'application ultra stricte du règlement. Donc c'est dans le dernier tour, donc on peut pas balancer de longues laps, on n'a pas le droit de sortir des limites du circuit dans le dernier tour. Et le rétrograde. C'est vrai qu'il pourrait peut-être penser une règle assez différente, essayer de voir si le pilote gagne du temps ou pas sur le fait de mordre.
Après, il y a une application stricte enfin, il y a une Ouais, règle, oui. il faut l'appliquer. Donc, Ça, on est d'accord. quand tu sors du circuit, quand tu mets les 2 roues dans le verre et que t'as pas le droit de mettre les roues dans le verre, c'est logique qu'il y ait une sanction. Surtout qu'ils le savent en plus. Hein, je veux dire, C'est ça, ils le c'est pas savent. nouveau comme règle. Ouais. Ouais, c'est pas nouveau, c'est dans le dernier tour, donc etc., etc. Mais là, quand même, c'est priver le pilote d'une victoire, c'est priver le pilote de 5 points. Donc, au lieu d'en mettre 25, il en met 20 pour un gain sur la. C'est pas ça qui le fait favorise. gagner, ouais. Enfin, ça le favorise forcément puisqu'il a quitté le tracé. Sinon, il n'y aurait pas de tracé et là, chacun ferait n'importe quoi. Ce serait la fête à la patate. Mais enfin voilà, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, intelligentes à faire. C'est-à-dire, tu prends le pilote, tu lui dis, écoute mec, là, on te la laisse. Enfin, tu gardes tes 25 points, tu gardes ta victoire, mais pour le prochain GP, c'est moins 3 places sur la grille, par exemple. Parce que tu ne peux pas ne pas sanctionner, ça je veux bien le comprendre, mais là tu prives le mec d'une victoire, pas que le mec, tu prives l'équipe, tu prives etc., tu prives tout, enfin la totalité quoi. Je trouve que c'est très sévère et il y aurait autre chose à faire. Surtout que c'était entre guillemets pas dangereux. Il y a des actions, tu vois, l'action de Loves, clairement c'est dangereux parce que tu fais chuter des pilotes. Là il a pas mis en danger un pilote puisqu'il était devant et je trouve que c'est vraiment très sévère, c'est de l'application stricte et moi c'est pas ça que je veux voir de la part d'une direction de course. Je veux voir des décisions intelligentes et clairement c'est pas du coup peut-être plus d'interprétation dans la règle et peut-être réfléchir à la philosophie de la règle. La règle elle est claire. Après effectivement peut-être une interprétation sur une estimation du gain. Pas nécessairement de pénaliser en temps et pas nécessairement de pénaliser à l'instant T. C'est-à-dire, tu évalues, quitte, tu vois, moi ça me choquerait pas dans une arrivée comme ça de prendre les 2 pilotes à l'arrivée et de discuter avec eux devant les images pour leur expliquer ce qui se passe et que, quitte à ce que ça prenne 5 ou 10 minutes, mais de discuter avec eux et d'expliquer aussi au deuxième que on va pénaliser le premier, mais c'est pas pour autant que c'est lui qui va récupérer la place, parce que là, clairement, ça mérite pas un échange de place, quoi. Non, enfin, de mon point de vue. Donc, après, c'est toujours difficile de pénaliser le week-end d'après sur une action du week-end d'avant. Ça, c'est à comprendre aussi. Moi, je trouvais que c'était le week-end des décisions un peu pourries, quoi. Donc là, c'en était une de plus. Je comprends l'idée, mais tu vois, je comprends le fond, mais pas la forme. On va parler MotoGP du coup. Ah ouais. Allez. Avec plaisir. Là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais passer rapidement sur les essais, la qualif. On a quand même constaté aux essais que Quartararo avait un petit peu de mal, mais ça, on le savait. Alors, c'est pas pour jeter des pierres à notre Frenchie qu'on adore, bien sûr. Et puis, on y reviendra de toute façon. C'est même sur la santé des Yamaha, plus globalement sur ce circuit. Est-ce que c'est une question de circuit d'ailleurs? On en discutera tout à l'heure. En qualif, pour moi, le sujet majeur, c'est Zarco qui nous fait une Q1 et une Q2 incroyable pour se qualifier P3, sachant qu'il avait effectivement raté tout le vendredi. Il savait qu'il allait être sanctionné à partir de la pit lane pour la course, mais mentalement il a été impressionnant sur ses qualifs, Johan. Et l'autre pilote impressionnant de ses qualifs, c'est évidemment Espargaro et Nakagami, les 2 autres pilotes. Nakagami qui sort un peu de nulle part, qui nous fait une P2 magnifique, Espargaro qui prend la pole, Mir 3e, Miller 4e, Vinales 5e et Rins 6e. Mine de rien, les 2 Suzuki dans les 6 premières places. Voilà, donc ça s'annonce bien. Là, à la fin de la Q2, on se dit ça y est, c'est pour aller pour Paul cette victoire. Mais en fait, pas vraiment. On va le voir tout de suite. Est-ce que tu avais mis 50 centimes sur Paul Espargaro? Non, moi j'avais mis, enfin je m'étais dit Nakagami, il était rapide, il avait en plus un bon rythme en course la semaine dernière, donc je me suis dit c'était peut-être son jour. Mais il y a eu énormément de rebondissements dans cette course, et alors je sais pas ce qui s'est passé sur les Suzuki, mais là on va passer au départ de la course, mais un départ très bon départ de Mir et Rins. Nakagami parti 2e, lui il rate un petit peu, il perd 3 places au premier virage, il arrive à repasser Rins juste après. Mir, lui, part tout seul, il a un début de course en grosse maîtrise, mais
il a quand même dû laisser la P1 à Miller à la fin du premier tour en guise de pénalité, car il a dépassé très largement les limites du premier virage au début de la course. Dès le tour 2, on a un groupe de 5 pilotes qui se détachent avec Miller, Mir, Nakagami, Paul Espargaro et Rins. Au 5e tour, Mir double Miller et marque déjà un écart après quelques virages. Au 6e tour, Johan Zarco fait la jointure et passe déjà son coéquipier Torabat. Pendant quelques tours, les 3 premiers s'échappent. On a Mir, Miller et Nakagami. Espargaro est 4e, a déjà 1 seconde de Nakagami avec Rins. Et Dovi, lui, suit les Nakagami et Rins avec 6 dixièmes de retard. Et puis les écarts vont progressivement s'élargir. Mir reprend de plus en plus d'avance. On a jusqu'à 2,4 secondes entre Mir et le duo Miller-Nakagami. Ensuite, 2,1 secondes avec Paul Espargaro-Rins. Puis Binder, Dovi, Oliveira et le reste sont à 1,5 secondes de Espargaro et Rins. Alors là, il reste 12 tours et on voit mal comment la victoire peut échapper à Mir. Ce serait sa première victoire. Mais au 12e tour, alors les images sur la réalisation de Canal, on voit la moto de Vinales écrasée dans la barrière gonflable. Là, on commence à s'inquiéter. Puis on voit juste à côté Vinales qui, agacé, marche tranquillement. On se dit, bon, le pilote n'a rien, tant mieux. Et sur le ralenti, on se rend compte qu'en fait, il a sauté de sa moto au freinage du premier virage, à près de 300 km/h, 280 km/h de mémoire, à la suite d'un problème de frein. Donc, vu que les barrières gonflables sont explosées, le drapeau rouge est automatiquement brandi. En plus, il n'y a pas de blessure, donc on se dit, mon Dieu, quelle course, mes enfants. Non, mais c'est surtout, on y reviendra tout à l'heure, mais le réflexe de Vinales est complètement hallucinant. On l'avait déjà vu quelquefois, des pilotes sortir de leur moto, descendre de leur moto volontairement à la suite d'un problème de frein. C'est une image vraiment incroyable. Quelques longues minutes plus tard, la course va reprendre pour 12 tours. Zarco, lui, prend la grille à la 17e place. On rappelle qu'il était parti de la pit lane, donc c'est pas mal. Est-ce que Mir va réussir à recreuser l'écart et à reprendre la tête de la course? Oui, il part en pole, évidemment, en semi-pole. Et il réussit encore une fois son départ. Miller, lui, part assez mal, mais se rattrape vite et prend la tête au 4e virage. Espargaro, Oliveira et Binder sont juste derrière les deux pilotes. Miller, lui, parvient pas à faire le break malgré ses pneus tendres neufs. Zarco passe dans les points à 10 tours de l'arrivée. Très belle course de Zarco, on y reviendra évidemment. Mir a du mal à suivre le rythme de la tête de course, redescend à la 4e place, lui qui menait la course à plus de 2 secondes du deuxième. Mentalement, ça devait être difficile pour le pilote espagnol. Pendant plusieurs tours, grosse bourre entre Miller et Paul Espargaro, et Oliveira et Mir sont juste derrière. Mais Mir a encore du mal et les 3 pilotes de tête s'échappent. On a Paul Espargaro, Miller et Oliveira. Ils sont à 7 dixièmes des suivants, Dovi et Mir, à 2 tours de l'arrivée. Espargaro et Miller se détachent et Oliveira se loupe sur une attaque dans les tout derniers tours. Il fait le forcing pour revenir. Et puis on a un dernier tour d'anthologie. Miller qui va sur Paul Espargaro sur le 4e virage, le long droite avec le point de corde très tôt. Oliveira est juste derrière. Espargaro repasse Miller sur le premier du double droite. Mais Miller ressort bien et tente l'inter au dernier virage. Il pousse Espargaro à l'extérieur, mais qui voilà, et l'image est vraiment incroyable. Elle est trop belle. C'est juste magnifique. On voit Oliveira qui a une très bonne vitesse de passage, il a préparé le coup, il avait freiné un petit peu plus tôt, et il passe avec une super vitesse, mais c'est d'une fluidité incroyable. Ouais. Incroyable. C'est vraiment du kiki qui voilà, quoi. Vous me reconnaissez? Bonjour. Salut les gars, ça va? Allez. Bon, allez, c'est une course à gagner. On se voit sur le podium. C'est ça. Ah non, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, du coup, à l'arrivée, on a Oliveira, Miller, Paul Espargaro, Mir 4e, Dovi 5e, Rins 6e et Nakagami, entre guillemets seulement 7e, qui était parti 2e. La première Yamaha, c'est Rossi qui est 9e. Et puis, côté Frenchy, course difficile de Quartararo, on y reviendra évidemment, qui finit 13e, Zarco 14e. Belle course pour le coup de Johan Zarco, qui était parti encore une fois de la pit lane et qui finit dans les points. Au championnat, on a Quartararo toujours en tête avec une toute petite longueur d'avance, 70 points. Dovizioso est juste derrière avec 67 points. Miller 3e avec 56 points et Zarco 12e avec 30 points.
On va passer évidemment à la discussion post-course. Alors, on parlait tout à l'heure à l'instant de la petite, la magnifique manœuvre d'Oliveira. Je pense qu'on va commencer par ça. C'était une image incroyable. Oh bah clairement. Puis surtout, quand tu vois la physionomie du dernier tour, l'image qui m'a frappé, c'est vraiment Miller qui est sur 2-3 virages avant, qui est vraiment moto penché, qui ne peut pas reprendre le point de corde parce que il est déjà à l'extérieur du virage et tu vois que ça cravache pour ressortir en tête. Espargaro, pareil, qui cravache, qui pour le coup est à l'intérieur pour tenir tête à Miller. Et quand tu vois les deux motos, le comportement des motos, tu te dis putain, les deux ils ont la rage et ça va y aller quoi. Et quand tu vois Oliveira un petit peu en retrait, tu te dis si les deux ils se bourrent devant, t'es bien là toi. Et ils sont pas tombés, mais la manœuvre de Miller, c'est plus un bloc pass quoi. Ah oui, c'est un bloc quoi. Miller il passe à l'inter, c'est très très défensif dans le sens où Espargaro est quasiment il est à l'extérieur donc il est pas devant, et Miller mais il va chercher le vibreur de l'autre côté quoi, donc Espargaro il a nulle part où aller quoi. Donc clairement Espargaro, Miller il lui a fait son affaire, il lui a dit écoute tu vas aller jouer sur le long lap et puis de toute façon c'est comme ça que ça va se passer. Et la manœuvre d'Oliveira où c'est un flair et une intelligence de course. C'est dingue parce que c'est beau parce que même mentalement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais il s'était raté sur une attaque de Miller. Ouais. Il avait perdu énormément de temps dans le dernier tour, hein. Et le fait de rattraper. Alors il y a eu la bagarre effectivement entre Miller et Espargaro qui lui a peut-être permis de revenir. Ouais, ça a aidé un petit peu, mais il faut revenir quand même quoi. Mais mentalement, c'est impressionnant et ce calme. Tout relatif évidemment parce qu'ils doivent être à 200 battements par minute au niveau cardiaque, ce calme et il est colle au cul hein, sur les deux derniers virages. On voit bien qu'il est vraiment dans l'attente de la bonne occasion et on a l'impression qu'il sent le truc hein, quand on voit les images. Clairement, après on a l'impression je pense qu'il sait que Miller va tenter de faire l'inter et il se dit on va les laisser se cracher s'ils se crachent ou écarter s'ils écartent, on va prendre une bonne vitesse de passage. Il a réussi son coup. Et c'est génial. Ouais, c'est magnifique. Après, tu vois, c'était un petit peu, c'était beau déjà de voir une telle manœuvre. Après, moi, c'est qu'après, je me suis dit putain, ouais, Tech 3 ils gagnent leur première course. Donc là, là, je me suis dit waouh, putain, ça doit être ouf dans le box quoi. Et c'était clairement ouf dans le box parce qu'on a vu le Weir aussi ressortir dans un petit peu trempé. Et puis c'est une très très belle récompense pour Hervé Poncharal et pour toute l'équipe, pour tous les mécanos, Guy Coulon et tous ceux qui font vivre cette équipe quoi, parce que ça fait un bon bout de temps qu'ils sont ici. Après tu vois, on avait parlé de la victoire de Quartararo, mais il aura donc fallu un bon paquet de temps pour voir une Yamaha Satellite gagner une course, et là voir une KTM Satellite gagner une course, je pense qu'on n'était pas beaucoup à l'imaginer en début de saison. Et franchement, je suis vraiment très content pour eux parce qu'on voit clairement que le travail qu'ils font, ça paye. Et ils montrent clairement qu'ils sont aussi bons qu'une écurie Factory, typiquement KTM Factory. Pour exploiter le matériel et exploiter les hommes, exploiter les pilotes et les mettre dans des conditions optimales pour arriver à faire ça. Parce que il suffit pas d'arriver troisième dans le dernier tour et chipper la victoire. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut faire toute la course troisième. Il faut quand même mettre un pilote. Il faut avoir du rythme de course. Il faut. C'est un pilote qui a c'est sa deuxième saison, Miguel Oliveira. Donc il est pas rookie, mais il a roulé la KTM l'année dernière qui était un petit peu moins bonne, mais c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a un gros travail de KTM pour pouvoir mettre un pilote comme ça dans des bonnes conditions pour pouvoir jouer la gagne quoi. Alors on pourra dire
tout ce qu'on veut du contexte, du fait que la course elle se déroule en 2 temps, qu'il faut avoir mais c'est comme ça la course. Il faut s'adapter, il faut faire avec. Et là, mine de rien, Oliveira il s'est retrouvé à un moment où il pouvait gagner une course. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il a gagné sa course. Et c'était vraiment très très beau. Et enfin, moi je le répète encore. Enfin, je suis super content pour lui et pour toute l'équipe, quoi. Ouais, et puis pour Tech 3, il s'était pris, la chute en Moto 3 a dû faire mal mentalement, et après il faut se redire bon bah là il y a course MotoGP, allez c'est bon, on y retourne. Et je suis comme toi très content pour Hervé Poncharal, pour toute l'équipe Tech 3. Ça fait 20 ans qu'ils attendent enfin même Hervé Poncharal disait au micro de Canal que ça fait 40 ans qu'il fait ce métier et que ça fait 40 ans qu'il attend cette victoire en GP. C'est beau, c'est beau. Et puis surtout, Oliveira, il l'a montré la semaine dernière quand il y a eu l'accrochage avec Espargaro. Même si les mots étaient peut-être un peu durs, parce que bon, quand tu tapes l'intelligence, quand tu parles de l'intelligence de quelqu'un où c'est une attaque assez frontale. Mais après, il est peut-être. Enfin, c'est des pilotes, donc ils sont pas là pour se faire des copains, et il a montré clairement que là, il avait sa place parmi les grands, quoi. Enfin, parmi ceux qui vont jouer les Gann sur des courses, quoi. Et c'est pas gagné à tout le monde sur le paddock. Je vais peut-être être très provocateur, mais là-dessus, il est meilleur que Vinales. Parce que Vinales, lui, il avait la première course de RRS qu'on a commenté ensemble. Enfin, on a fait le débrief ensemble, et je me rappelle, tu disais j'ai l'impression que c'était pas le moment de Vinales, et ce sera jamais le moment de Vinales, alors qu'il a toutes les clés en main pour gagner, ou au moins être au contact du premier et se battre pour la victoire. Et là on voit un Oliveira il a une occasion, il l'a saisi. C'est magnifique, Après, il y a pas que le pilote, il y a la chance, il y a beaucoup de paramètres, effectivement, mais n'empêche, il y arrive. Ouais, et puis ça s'est pas joué, tu vois, on en parlait, mais ça s'est pas joué sur une chute, quoi. Non, ça s'est joué vraiment à la manœuvre et au casque, quoi. Et tu vois, c'est même pas opportuniste. Un opportuniste, tu vois, il va profiter un peu de la situation. Et là, il en a pas profité. Il l'a analysé et il a joué sa carte à fond. Et ça aurait très bien pu ne pas passer. C'est-à-dire, si Miller, il écarte un tout petit peu moins et il remet gaz un tout petit peu plus tôt, ça peut jouer à beaucoup moins que ça. Mais donc c'est les circonstances qui font que ça se passe comme ça. Mais il a joué sa course et il l'a bien joué, quoi. La petite nouvelle premier podium sur constructeur japonais en MotoGP. Ça n'était pas arrivé depuis 73, d'après ce qu'a dit Pierre. Avec un podium avec deux Augusta. Donc enfin, tu vois, sans constructeur japonais, là clairement Yamaha est en difficulté sur ce genre de circuit. Et ça c'est pas nouveau. Pas vraiment une surprise, et ça fait que s'accentuer là au fil d'une course sur l'autre, dans le sens où les résultats sont encore moins bons là que la semaine d'avant. Là où moi j'ai envie d'insister, c'est sur la situation d'Honda qui est clairement catastrophique, dans le sens où ils sont très très loin au championnat. Déjà l'année dernière, pour un constructeur qui a une triple couronne à défendre, quand Marquez est pas là, il y a plus personne. Oui, mais c'est tout le problème. Enfin, comment stratégiquement, en plus on connaît un petit peu Marquez, quand on le connaît, j'imagine qu'ils le connaissent mieux que personne quasiment. On sait qu'il prend des risques, qu'il donne tout à chaque course et qui potentiellement risque de se blesser. Alors c'est facile à dire aujourd'hui, évidemment, mais d'un point de vue purement professionnel, ne pas prévoir un plan B, et en plus ils font la moto pour Marquez. Et de pas prévoir un plan B, c'est niveau stratégie, ça pose question pour eux. Il y a des choix qui sont quand même très compliqués à assumer, quoi. Ouais. Le choix d'Alex Marquez, par exemple. Le choix d'Alex Marquez. Autant l'année dernière, si tu veux, le choix d'un Lorenzo,
Ça Oui. se défend, parce que quand même, C'est le clair. gars, il a le palmarès, il a tout ce que tu veux. Faire monter Alex Marquez, donc qui est champion du monde Moto 3 et Moto 2, ça se défend. Mais là, c'est les deux autres pilotes, quoi. Et c'est les deux autres. C'est compliqué dans le sens aussi où Crutchlow est blessé et Crutchlow a plus 20 ans. Ça, Oui, c'est- il est ça, sur c'est- sa c'est fin de une chose. carrière. On sait que il est là pour le plaisir. Mais ouais. tu vois, ne serait-ce que bon, sur Yamaha, il y a un niveau pilote, on va dire, assez homogène entre Quartararo, Viñales et Rossi, avec Rossi peut-être un petit peu plus en retrait, mais parce qu'il du fait de son âge, mais il a montré que sur certaines courses, il savait aussi tirer son épingle. Même Morbidelli, hein, il a un potentiel. Ouais, assez mais incroyable. je trouve que c'est dur. Hein. Là, Morbidelli, il commence à accuser le coup. Ouais. Enfin, après, il peut y Il avoir. a subi une grosse chute la C'est ça. semaine dernière. C'est ça. Il va y avoir un peu de repos, donc on va voir comment il va revenir et Ouais. comment il va finir la saison. Mais il faudrait que ça se remette dans le bon sens aussi. Pour lui, ça serait pas mal. KTM, ils ont montré qu'ils avaient fait un excellent recrutement l'année dernière et cette année en faisant monter donc Oliveira et Binder, qui sont très bons. Le Koana, il est très jeune, donc il y a du potentiel à faire. On va voir. Et puis Suzuki, Rins et Mir, ils sont très bien. Et au milieu, Honda, c'est le néant total, quoi. Ils sont au niveau d'Aprilia, hein. Enfin, c'est méchant, mais. C'est là où quand tu regardes le classement, c'est brut, mais c'est cruel. Mais c'est les points qui sont remportés au jour d'aujourd'hui, quoi. Peut-être que quand Marquez reviendra, il réussira à ramener Honda peut-être mieux, ou peut-être que déjà la pause, je pense qu'elle va faire du bien à Crutchlow, qui j'espère pourra finir la saison un petit peu mieux. Mais là, c'est pas possible, quoi. Là, tu vois les deux HRC qui sont. Enfin, je veux bien entendre que. Ouais, et puis Nakagami il peut pas porter tout Honda à lui tout seul, quoi. Enfin, même si, c'est un excellent pilote et il a un talent fou. Il l'a encore montré le week-end dernier, aussi le week-end d'avant. Mais il peut pas porter tout Honda à lui tout seul. Enfin, c'est juste impossible. Ouais, mais là, en tir groupé, les trois Honda, elles sont 16, 17, 18, quoi. Alex Marquez, Crutchlow, Bradle, devant Bradley Smith, Pirot et Rabat. C'est incroyable. Comme ça que même Zarco, qui part de la pit lane, fait mieux que les Honda. Ouais, après, il y a un regroupement lié au drapeau rouge, mais c'est compliqué, quoi. Après, on peut parler du réflexe de Viñales, ouais. Ah bah, un petit peu, ça, on peut en parler. Ah oui. Ah, c'est une image, c'est une image folle. En plus, pour ceux qui font un peu de moto, même du sport méca, ou qui se déplacent en voiture, c'est plus difficile de sortir de la voiture. mais le réflexe de se dire, déjà, il faut avoir le temps de le penser, parce que là ça se joue en une fraction de seconde, globalement. J'ai pas de frein, je descends. Ceux qui n'ont pas roulé à 280 sur circuit, bien évidemment, faut savoir, ça va vite, hein. Ça va très vite. Déjà 200 ça va vite sur circuit, mais alors 280, laissez tomber. Et là se dire, il faut que j'y aille, faire confiance à son équipement, savoir tomber, ne pas juste avoir peur de se... il sait que ça va être pire en continuant à essayer de freiner. mais c'est des extraterrestres, hein. Je le dis à chaque fois, mais là, ce genre de décision, c'est... on s'imagine, on essaie de s'imaginer à sa place qu'est-ce qu'on ferait, on presserait le frein et on ferait merde. C'est... On fait déjà Joe Martin, quoi. Non, je ferais trop tard, mais là, c'est le mur qui tape. Non, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Oui, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, c'est bitume au mur et
Le mec, bitume, et puis je dirais pas qu'il sait faire, mais quand tu le vois faire, ça semble assez naturel. Et oui, on a l'impression qu'il s'est entraîné, effectivement. C'est là où tu vois, entre guillemets, déjà, comme tu l'as signalé, la rapidité de prise de décision. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a plus de frein, il n'y a pas de question à se poser, il faut laisser la moto continuer toute seule et s'en éjecter le mieux possible. Et quand tu le vois, quand tu le vois faire, tu te dis, ah ouais. Et tu te dis, ah ouais, bah ouais, et puis il glisse et tout, l'airbag se déclenche, et puis il se relève, et tu dis, oh merde, fais chier. Et là, tu te dis, ah ouais. Ouais, parce que tu vois, c'est typiquement le genre de situation où tu te dis, c'est les réflexes qui vont guider. Et forcément, chez nous qui sommes pas pilotes, c'est les mauvais réflexes. Lui, tu vois que c'est pas le cerveau reptilien qui a fonctionné. C'était au contraire, ok, pas de frein, bon, pas de problème, je descends, et puis la moto, on verra après. Et c'est là où c'est impressionnant de voir ça. Après, c'est des images qu'on n'aime pas voir. Non. Parce que quand même, ça aurait pu être vraiment dramatique, parce que tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Parce que prendre ce genre de décision, même si ils sont préparés pour et protégés pour, c'est jamais facile à dire. Pour faire un roulé-boulé. Exactement. La moto, elle va aller dans le sable, donc tu sais pas comment elle va finir. À la vitesse où elle va, elle peut carrément, à mon avis, aller taper un commissaire si ça se passe pas bien. Enfin, c'est des conséquences qui sont pas anodines dans tous les cas. Donc c'était assez impressionnant de voir ça. Tu veux nous parler un petit peu de Quartararo, du coup ? Oui, alors même Quartararo et même les Yamaha, plus généralement sur le Red Bull Ring, c'est compliqué. Problème de frein. Alors on sait pas trop si Rossi a eu les mêmes problèmes. Alors on sait que Vinales a eu le même problème, apparemment. Je crois que ça s'est vu. Je crois que ça s'est vu. A priori, c'est pas un problème de puissance, si tu sautes de ta moto. Mais alors, il y avait déjà ce problème de puissance. Si en plus il y a un problème de frein sur les circuits rapides comme le Red Bull qui demande beaucoup de vitesse de pointe et des gros freinages. Alors, je sais plus où j'avais vu, mais je crois que c'était sur notre conversation WhatsApp. Je crois que c'est Steph qui disait que toutes les GP avaient le même frein. Tout à fait. C'était le même système de frein sur toutes les GP. Donc vraiment un petit mystère sur cette histoire de frein quand même. Alors ça a été un petit peu, je dirais pas éclairci, mais ils ont donné quelques infos comme quoi donc il y aurait un système de freinage, une évolution sur le système de freinage, et que Vignales préférerait le système standard. Et je pense qu'il va revoir son jugement. Et je pense qu'il va devoir réévaluer le nouveau système. Après, il peut y avoir un problème de mise en place, il peut y avoir plein de problèmes qui se posent sur ce genre de choses, mais je pense que clairement, faut comprendre de leur côté ce qui se passe, ce qui s'est passé, et comment éviter ça, quoi. Parce que ça se passera pas toujours de la même manière. Ouais, c'est une question de sécurité. Clairement. Basique. Clairement. Et puis alors sur le mental de Quartararo, alors c'est difficile évidemment, mais on l'a vu s'agacer en début de week-end, un peu du mal à trouver ses marques aussi. On espère qu'il va bien se reconcentrer pour Misano, qui va sûrement beaucoup plus lui convenir comme tracé. On a hâte de voir, parce que comme je l'avais écrit l'année dernière, derrière Marquez, on avait les 4 Yamaha de la 2e à la 5e place à Misano. Dovi était 6e et Espargaro était 7e. Donc mine de rien, si les Yamaha sont en forme, on va avoir du beau spectacle. On espère que les Yam vont se reprendre. Alors je sais plus combien il en reste de moteurs du coup. Ouais, j'ai pas vu le point sur les concessions. Apparemment, ils ont renoncé ils ont retiré leur demande d'ouvrir le moteur, finalement. Ils ont un peu de temps, là. Ils ont un peu de temps pour bosser. Un peu de temps pour se décider, Par contre, on n'a pas encore parlé de la sanction qui avait été affligée à Zarco. Donc, qu'est-ce que t'en penses, justement, de cette sanction sur le coup, on comprend pas très bien, parce que alors on a peut-être nos réflexes de code de la route, mais généralement c'est celui qui est derrière qui doit maîtriser son véhicule. Et là, le fait que ça soit
Zarco qui est devant, qui se fasse sanctionner, on comprend pas très bien. Après, ils ont peut-être des éléments qu'on n'a pas. Clairement, de l'extérieur, c'est sévère. Enfin, déjà, l'existence d'une sanction, on se dit pourquoi. Et en plus, la sanction pit lane est vraiment sévère. Ouais. Quoi. Après, moi, ce qui me gêne le plus, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit sur ce qui s'est passé en Moto 2 avec Loves, c'est que on va parler de fond et de forme. Sur le fond, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que ils prennent une sanction, ils disent voilà, on a des éléments en plus, mais ils l'expliquent pas. Ouais, et donc, à partir du moment où tu n'expliques pas une sanction, que ce soit avec un enfant, avec qui tu veux, bah, de toute façon, il refera la même. C'est-à-dire, c'est soit tu es clair. Alors, j'espère qu'ils l'ont été avec les pilotes, parce que c'est pareil. Ils ont des éléments qu'on n'a pas, et ils ont aussi des discussions auxquelles on prend pas part. Donc peut-être qu'ils lui ont dit, voilà, là, t'as fait ça, t'aurais pas dû. Mais c'est pas ce qui est ressorti dans les débriefs de Zarco. C'est-à-dire, c'est une décision qui a été prise, aux gens de l'extérieur comme nous, elle n'est pas du tout expliquée dans le compte rendu de décision. Donc, pour interpréter un truc qu'on m'explique pas, moi, moi, je veux bien qu'ils prennent la décision qu'ils veulent, mais moi, si on m'explique pas, je comprends rien. Donc voilà. Après, si t'expliques pas, t'es pas à l'abri que ça revienne, que ça se reproduise. Si tu veux, et après ce qu'on a vu tout le week-end, c'est-à-dire ok, faut qu'on prenne une décision. Bon, alors toi ça, et puis après eux, ils font les cons. Bon, alors lui ça, puis ça s'arrête pas. Et t'en finis pas. Les mecs, ils prennent des taquets à n'en plus finir. Et puis maintenant, la direction de course, c'est un juste de ligne verte. Donc, les gars, ça va finir comme au tennis où ils vont être à regarder ce qui se passe. Enfin, la sanction de Zarco, je voudrais bien qu'on m'explique. On voit pas la manœuvre dangereuse en fait sur les images, quoi. Alors, il s'écarte un petit peu de l'attrage. Il freine plus tard que les autres tours, apparemment, d'après la télémétrie de Ducat, enfin d'Avintia. Mais alors, effectivement, Morbi se fait aspirer. On voit bien qu'il se fait happer par l'aspiration. Enfin, je veux dire, Morbi, c'est pas un débutant, quoi. Enfin, il sait qu'il y a l'aspi. On a l'impression alors, encore une fois, on peut juger que sur les images qu'on voit, mais et on n'a pas entendu les deux pilotes en parler dans le secret des dieux, mais on a l'impression qu'ils regardent la moto de Zarco et qu'ils se concentrent pas sur le freinage du virage suivant, tu vois, parce que Zarco est un petit peu sur la droite. En plus, cette configuration de circuit, on pourra en parler des heures. Mais... tu peux refaire le monde. Bref, mais c'est comme ça. Le circuit est comme ça, donc t'as le grand. Il a été homologué comme ça. Il a été homologué comme ça. Donc t'as le long gauche, donc il doit freiner sur l'angle encore sur la gauche pour le droite suivant. Mais ouais, on a l'impression que Morbi il regarde Zarco et plutôt que de regarder le freinage du virage suivant, c'est-à-dire même lâcher le frein, se décaler ou même mettre un coup de frein pour faire le transfert de charge, se met à gauche, enfin facile assis à son bureau, toujours. Mettre un coup de frein, se mettre sur la gauche sur le vibreur et planter les freins. Et limite faire un tout droit parce qu'il a freiné trop tard. Là, on a l'impression qu'il est vraiment attiré visuellement par la moto de Zarco. Alors, ça va très vite, évidemment. Mais moi, ça m'a donné cette impression. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Moi, j'ai du mal. Franchement, moi, j'ai énormément de mal à me faire une religion là-dessus. Et tu vois, je dis pas que c'est la faute de Morbidelli qu'il aurait fallu sanctionner Morbidelli. Non, mais il faut expliquer. Mais sur la sanction de Zarco, sur la faute de Zarco... Parce que là, manifestement, un départ de pit lane, c'est une faute lourde. Hein. Ouais, c'est une faute, c'est une faute pro, quoi. Enfin, quasiment. C'est conduite irresponsable, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On te file une moto, t'es pas foutu de la conduire, quoi. T'es irresponsable. Donc c'est quand même assez sévère. Ouais. En fait, c'est comme ça, on verra. Après, je trouve que on saura quand Zarco crèvera ses mémoires. Je crois qu'il y a quelqu'un sur le coup.
Mais non, mais après, mis à part ça, je trouve que sa réaction, elle est très bonne, puisque il a pas roulé le vendredi, puisqu'il s'est fait opérer le mercredi. Donc, il a fait juste la FP3, FP4, et une très belle Q1, très belle Q2, qualifié en première ligne. Départ des stands, terminé dans les points, c'était très bien. Ouais. C'était très bien, il s'est fait oublier en course, c'est ce qu'il y a de mieux. Il marque quelques points. Et, il a fait le taf. Et voilà. Maintenant, faut soigner, faire des bisous qui soignent à la petite mimine pour revenir en forme en Italie pour ça, et puis continuer à bien se comporter comme ça, puisque c'est que comme ça qu'il pourra avancer. C'est clair. Mais on a l'impression qu'il se sent bien dans cette écurie. Ça fait vraiment plaisir à voir. On avait déjà dit. Il est mieux. Il est vraiment mieux. Oui. Ouais. C'est difficile de faire pire, cela dit. Ah oui, c'est sûr. On va passer rapidement donc aux résultats un petit peu autour de ce qui s'est passé en MotoGP. Donc en Red Bull Rookie Cup, donc les deux courses offrent le même podium, c'est-à-dire Acosta, Munoz et Holgado. Et Acosta mène le championnat avec 100 points devant Munoz 64 et Holgado 52. Les Français, donc Gabin Planck est 10e avec 23 points et Bartholomé Perrin est toujours à la recherche de ses premiers points. Et donc on va passer aussi au week-end à Carole en French Superbike, puisque ça courait. En objectif GP, on a Clément Giabani qui gagne la première et fait 2 et mène le championnat. En Supersport 300, c'est Grégory Carbonel qui domine et mène le championnat. Il a gagné les 4 courses, donc les 2 à Manicourt et les 2 à Carole. En Supersport 600, c'est une domination similaire de Stéphane Frossard. Et en SBK, c'est Kenny Forest sur BMW qui remporte les 2 courses et il se replace 3e au championnat. Derrière, Mathieu Ginès, donc, qui est 2e sur Yamaha, et Valentin Debise en tête sur Kawasaki. Donc, pour conclure, on a une petite pause là pour se remettre un petit peu de ses émotions, voir un petit peu qui va signer où, puisque Ducati a annoncé qu'il justement choisirait leur pilote pour l'année prochaine avant Misano. Donc, il devrait y avoir l'annonce du line-up complet. Savoir que pour le moment, Miller a signé en officiel et Dovi va quitter les rouges. On va voir la suite. La suite il y a un petit peu de suspense quand même. Ah bah il y a du monde sur il y a des lettres de motivation en tout cas. Oui. Il y a une petite pile. Ouais, on sait que Petrucci, on sait que les 2 pilotes officiels actuels sont bons, donc c'est pas rien de voir de voir ça quoi. Miller est aujourd'hui chez Pramac. Bon, ils ont le même équipement et ils ont aussi un fort soutien de Ducati, hein. Mais voilà, c'est 2 pilotes officiels qui vont quitter, hein, avec Dovizioso et Petrucci. Et 2 Italiens en plus. Donc il y a quand même potentiellement un petit infléchissement au niveau des rouges, hein, sur la manière de fonctionner. Donc on va voir quelles décisions seront prises, en espérant qu'on continue à voir Zarco. Pour le moment, donc ce qui a été annoncé, c'est que Bagnaia est a priori en lien avec Ducati pour poursuivre en 2021 et Zarco aussi. Mais on sait toujours pas sur quelle machine et au sein de quelle équipe. Donc tout ça va se discuter et puis on verra ce qui sera décidé à ce moment-là. Voilà. Et ben vivement Misano. Vivement Misano. Olivier, je te dis à très bientôt. Yes, avec plaisir. Et on fait un gros coucou aux auditeurs. N'hésitez pas à réécouter les débriefs des courses précédentes et aussi à mettre des commentaires sur Apple Podcast, histoire de nous laisser un petit mot, etc. Et nous, on va vous retrouver donc après Misano. Donc je crois que c'est le 20 septembre. Yes. C'est ça. Donc dans ces eaux-là, au niveau de la fin septembre. Voilà, salut à tous, à bientôt, ciao. Ciao.